Bonjour mesdames et messieurs, je vous parle de mon bureau à Montréal et je suis ravie d'avoir été invitée à participer à ce festival. C'est en lisant le programme que j'ai su que le sujet de ma présentation était Mavis Gallant, mon amie. Ce n'est pas un titre que j'avais proposé, mais je l'ai regardé et je me suis dit, pourquoi pas? Mavis Gallant était en effet une amie, bien que je n'aurais jamais deviné, lors de mon premier contact avec elle, que notre relation évoluerait ainsi. La plupart des histoires de Mavis se déroulent en Europe, à Paris où elle s'est installée, sur la Côte d'Azur, en Suisse, en Espagne, et je suis une grande admiratrice de ces récits européens. Cependant, en tant que Montréalaise, les écrits de Mavis que j'aime le plus sont une série de 6 nouvelles qu'elle a publiées dans le New Yorker à la fin des années 70. Elles mettent en scène le personnage de Lynette Muir. Certaines de ces histoires se déroulent dans les années 1920, quand la petite Lynette vit à Montréal, comme l'avait fait Mavis à la même époque, et les autres se passent après le retour de Lynette à Montréal en 1940. Ces histoires ont été réunies pour la première fois dans le livre Home Truths, Voix perdues dans la neige, un recueil d'histoires canadiennes pour lequel Mavis a remporté le prix du gouverneur général 1981. Ce livre et ce prix l'ont révélé au grand public canadien. Home Truths se démarque par sa dimension canadienne et surtout québécoise. Les histoires de Lynette Muir ne sont pas les seules du recueil à se dérouler dans la vie où Gallant est né, ainsi que dans d'autres villes et villages du Québec qu'elle a connus enfant et jeune femme. Les aventures de Lynette, qui ont lieu dans les années 20, sont sans doute les plus émouvantes et les plus poignantes du livre. C'est aussi là qu'on découvre que Lynette est une enfant particulière. Dans le Montréal où Lynette est née, les Anglo et les Franco vivent isolés, les uns des autres, mais le monde de Charlotte et Angus Muir, ses parents, a ceci d'étonnant qu'on y mélange français et anglais. Cette superposition dans une même pièce du français et de l'anglais, écrit Gallant dans une de ses nouvelles, de la religion catholique et de la protestante. Mes parents vivaient ainsi et pour moi c'était la vie. Était aussi improbable, aussi peu naturel dans le climat montréalais qu'un banc de poissons tropicaux. Un rappel, Mavis le savait sûrement, d'une description semblable dans le roman Deux solitudes de Hugh MacLennan, paru en 1945. En écrivant que le père de Lynette s'appelle Angus Muir, je ne peux m'empêcher d'ajouter que lorsqu'elle a envoyé la nouvelle The Doctor au New Yorker à la fin des années 70, le rédacteur en chef lui a demandé si Angus Muir était un nom canadien-français ou canadien-anglais. Bien que ses parents vivent à Montréal, Lynette, comme Mavis, est envoyée dès l'âge de 4 ans en pension dans un couvent français et catholique qui, dans les nouvelles, s'appelle Saint-Louis de Gonzague. J'adore dans ces histoires le regard clairvoyant de l'enfant sur ses parents. Mais ce que j'aime le plus, c'est l'extraordinaire évocation de Montréal, du Montréal d'antan. Ses personnages, ses restaurants chics, sa beauté envoûtante et sa neige. C'est le monde que Mavis a connu quand elle était petite, mais il n'était pas destiné à durer. Le père de Lynette meurt
quand elle a 10 ans, sa grand-mère adorée meurt aussi. La mère de Lynette se remarie et quitte Montréal avec sa fille à ses côtés. Après une adolescence difficile, Lynette obtient son diplôme d'études secondaires à New York et décide de rentrer seule à Montréal. L'histoire de Lynette est étonnamment proche de ce que je savais à l'époque de celle de Mavis, et je les trouvais toutes deux fascinantes. En 1969, le rédacteur en chef qui lançait un magazine appelé Montreal Review m'a commandé un article sur ces histoires de Lynette Muir. J'ai écrit un article élogieux, puis j'ai écrit à Mavis. Je l'ai fait avec appréhension, car Mavis avait la réputation d'être difficile avec les intervieweurs. Je me suis présentée, lui ai parlé de mon article et lui ai posé quelques questions sur les nouvelles. J'ai reçu la lettre de réponse et j'ai été horrifiée d'y lire qu'elle me menaçait de me poursuivre en justice si je laissais entendre que les histoires de Lynette Muir avaient quoi que ce soit d'autobiographique. Sa réponse m'a stupéfiée, mais il est vrai que j'avais recherché dans ces histoires la moindre information qui me semblait avoir un lien avec sa vie. Et en effet, ces 6 histoires ont un important aspect autobiographique. Peu de temps après m'avoir envoyé sa lettre furieuse, Mavis a affirmé elle-même, en parlant des histoires de Lynette Muir, qu'elles étaient, et je cite, « aussi autobiographiques qu'il est possible pour une fiction de l'être ». Ces histoires montréalaises du temps de la guerre ont la particularité de nous en apprendre beaucoup sur la femme qu'était Mavis Gallant et sur l'écrivaine qu'elle était en train de devenir. Mais ce ne sont pas les seuls écrits autobiographiques qu'elle a publiés. Le personnage principal de sa pièce, What is to be done, est une jeune femme qui a beaucoup de traits communs avec Lynette Muir et avec Mavis. Mavis était journaliste à la fin de la guerre quand sont parues les premières images des camps de concentration. Son travail consistait alors à écrire les légendes de ces photos. Imaginez avoir 22 ans, a-t-elle raconté à un journaliste, passionnément antifasciste, une militante romantique férocement de gauche, avoir cru qu'un nouveau type de civilisation allait naître des ruines de la guerre, de la victoire sur le fascisme, et devoir décrire quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. Ce n'est que dans les années 60 qu'elle a commencé à voyager en Allemagne, dans l'espoir de comprendre enfin comment une si grande civilisation pouvait être responsable de telles atrocités. Ces séjours en Allemagne ont donné lieu au recueil Voyageurs en souffrance, The Pegnitz Junction. Après que Mavis eut menacé de me poursuivre en justice pour mon article dans Montreal Review, je lui ai envoyé l'article. Elle m'a répondu par une lettre amicale dans laquelle elle me remerciait et louangeait mon article. « Quel soulagement !» disait-elle. L'affaire était donc réglée. Je suis allée à Paris pour notre première rencontre. Elle m'a invitée pour le thé et je me suis rendue à son appartement de la rue Jean Ferrandi à 16 heures le jour convenu en mai 1980. Je me suis demandé ce que je devais apporter en guise de présent et j'ai opté pour une bouteille de Tio Pepe. Le travail de Mavis
sur Alfred Dreyfus l'occupait depuis plusieurs années, et nous en avons parlé. Elle a fermé la porte de son salon pour me montrer la une de journal avec le J'accuse d'Émile Zola, m'expliquant qu'elle la gardait derrière la porte pour la protéger de l'effet néfaste de la lumière. Elle était curieuse de me connaître et je lui ai parlé de mes études, de mes déménagements d'une ville à une autre. Elle s'est montrée intéressée. Elle voulait savoir ce que j'avais fait depuis mon arrivée à Paris et je lui ai parlé du film de Fassbinder que j'avais vu plus tôt ce jour-là. Je savais qu'elle admirait Fassbinder et j'espérais qu'elle aurait vu le même film, mais ce n'était pas le cas. Nous avons parlé de politique québécoise comme le font les Montréalais lorsqu'ils se rencontrent loin de chez eux. La conversation allait bon train et ce n'est 3 heures plus tard, la bouteille de Tio Pepe pas tout à fait vide, que je me suis levée pour partir. Mavis et moi avons correspondu régulièrement par la suite. Je l'ai invitée à déjeuner ou à dîner lorsqu'elle était à Montréal. Je l'ai vue à Toronto lorsqu'elle était écrivaine en résidence à l'Université de Toronto. J'étais là pour la première de sa pièce What is to be done au Tarragon Theatre, le jour du souvenir en 82 et pour la production du Centaur Theatre à Montréal une année plus tard. Le dernier passage de Mavis à Montréal remonte à 2001, lorsqu'elle est venue au Festival littéraire international Métropolis Bleue pour accepter notre Grand Prix littéraire. En 2006, elle a remporté le prestigieux prix Athanase David et est ainsi devenue la première et toujours la seule plume anglo-saxonne à avoir remporté ce prix. La dernière fois que je l'ai vue, c'était la même année lors d'un hommage à guichet fermé qu'on lui a rendu au Symphony Space de Manhattan. Je vous lirai des extraits maintenant de In Youth is Pleasure. On a bright morning in June, I arrived in Montreal, where I had been born, from New York, where I had been living and going to school. My luggage was a small suitcase and an Edwardian picnic hamper, a preposterous piece of baggage my father had brought from England some 20 years before. It had been with me since childhood, when his death turned my life into a helpless migration. In my purse was a birth certificate and $5 American, my total fortune, and some books I feared I might not find again in clerical Quebec, Zinoviev and Lenin's Against the Stream, and a few beige pamphlets from the Little Lenin Library in New York. I had a picture of Mayakovsky torn out of Cloudin trousers and one of Paddy Finucane, the Irish RAF fighter pilot who was killed the following summer. I had not met either of these men, but I approved of them both very much. I had abandoned my beloved but cumbersome anthologies of American and English verse, confident that I had whatever I needed by heart. The suitcase held only the fewest possible summer clothes. Everything else had been deposited at the various war relief agencies in New York. In those days, I made symbols out of everything, and I must have thought that by leaving a tartan skirt somewhere I was shedding past time. When I got down from the train at Windsor Station, a man sidled over to me. He had a cap on his head and a bitter Celtic face with deep indentations along his cheeks as if his back teeth were pulled. I thought he was asking a direction. He repeated his question
which was obscene. My arms were pinned by the weight of my hamper and suitcase. He brushed the back of his hand over my breasts, called me a name, and edged away. The murderous rage I felt and the revulsion that followed were old friends. The man at Windsor Station would lurk in the windowless corridors of my nightmares. He would be the passenger, the only passenger, on a dark train. The first sight of a city must be the measure for all second looks. But it was not my first sight. I'd had 10 years of it here, the first 10. Now, at no moment in this remarkable day did I feel anxious or worried or forlorn. The man at Windsor Station could not really affect my view of the future. I had seen some of the worst of life, but I had no way of judging it or of knowing what the worst could be. I had a sensation of loud, ruthless power, like an enormous waterfall. The past, the part I would rather not have lived, became small and remote, a dark pinpoint. My only weapons until now had been secrecy and insolence. I had stopped running away from schools and situations when I finally understood that by becoming a name in a file, by attracting attention, I would merely prolong my stay in prison. I mean, the prison of childhood itself. You need an iron hand, Linnet. I can still hear that melancholy voice which belonged to a friend of my mother's. If anybody ever marries you, he'd better have an iron hand. After today, I would never need to hear this or anything approaching it for the rest of my life. And so, that June morning and the drive through empty, sunlit, wartime streets are even now like a roll of drums in the mind. My life was my own revolution, the tyrants deposed, the Constitution wrenched from unwilling hands. I was, all by myself, the liberated crowd setting the palace on fire. I was the flags, the trees, the bannered windows, the flower-decked trains. The singing and the skyrockets of the 1848 I so trustingly believed would emerge out of the war were me, no one but me. And, as in the lyrical first days of any revolution, as in the first days of any love affair, there wasn't the whisper of a voice to tell me, you might compromise. Merci beaucoup.